Quels sont les enjeux ici concernant cette rencontre entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou, en particulier en ce qui concerne l'Iran? Ce qui est en jeu dans cette rencontre entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump, c'est rien de moins que l'avenir du Moyen-Orient. La question est de savoir si le régime iranien va se voir offrir une seconde chance de reconstruire son programme d'armes nucléaires, de reconstituer son arsenal de missiles balistiques, de réorganiser ses forces par procuration à travers le Moyen-Orient. Ou bien si les États-Unis vont profiter du moment de faiblesse ultime du régime iranien pour neutraliser la menace de l'agression iranienne au Moyen-Orient. Le président Trump prendra finalement la décision qu'il estime juste pour les États-Unis. Mais je suis sûr que Netanyahou partagera des renseignements avec les États-Unis. Israël étant les yeux et les oreilles de l'Occident ici au Moyen-Orient, pour s'assurer qu'il dispose de toutes les meilleures informations. Devrait-il choisir d'agir pour neutraliser cette menace d'agression iranienne? Plutôt que de leur donner une chance de se reconstruire maintenant qu'ils sont à genoux? Je souhaite vous interroger sur la neutralisation de la menace iranienne parce qu'il existe évidemment différentes options quant à la manière de procéder. S'agit-il d'une option militaire, d'une option de sanction? Est-ce qu'il s'agit potentiellement d'essayer de conclure un accord avec le régime pour qu'il abandonne ses efforts de longue date visant à produire ses missiles, ses drones, voire des armes nucléaires? Dans un monde idéal, le régime iranien qui crie mort à l'Amérique et mort à Israël accepterait de renoncer aux armes avec lesquelles il essaie d'apporter la mort à l'Amérique et à Israël. J'espère que le régime iranien regardera la diplomatie de la canonnière du président Trump et verra qu'il a tellement plus à perdre. En continuant à se cogner la tête contre le mur et à poursuivre ses missiles balistiques, son programme nucléaire et ses groupes par procuration, et en y renonçant pour conclure un accord. Je ne suis pas optimiste que le régime iranien le fera, mais c'est là toute l'importance de la diplomatie de la canonnière du président Trump. En déplaçant un groupe de porte-avions au Moyen-Orient, il donne au régime iranien une raison d'accepter un accord qu'il ne veut vraiment pas accepter. Et en tant que personne qui a passé 12 jours cet été à courir dans l'abri anti-bombe toutes les 2 heures, parce que le régime iranien lançait des missiles balistiques sur Tel Aviv. Évidemment, le peuple israélien espère que le régime iranien acceptera de neutraliser pacifiquement la menace de sa propre agression. Mais nous vivons dans le monde réel et nous savons que le régime iranien est réellement idéologiquement déterminé à conserver ses programmes d'armement. Oui, et cela pose la question, je suppose. Du point de vue israélien, si un accord hypothétique était conclu où le régime s'engage à abandonner toutes ses entreprises, du point de vue israélien, cela pourrait-il être cru, n'est-ce pas? Sont-ils un partenaire crédible dans n'importe quel type de négociation, étant donné leur soutien de longue date à des groupes terroristes comme le Hamas, le Hezbollah et les Houthis, et essentiellement à tous les ennemis qui entourent Israël? Le régime iranien est un régime duplice et aucun accord ne peut se fier à leurs paroles. Tout accord devrait être basé sur la méfiance et la vérification. Mais je pense que nous sommes encore loin de voir le régime iranien accepter de se débarrasser des missiles balistiques qui menacent Israël. Les Émirats arabes unis, les forces américaines dans toute la région et renoncer aux forces par procuration dans lesquelles ils ont investi tant d'argent au détriment du peuple iranien. Et nous avons vu ces courageux manifestants dans les rues d'Iran scander « Pas pour le Liban, pas pour Gaza. Ma vie est pour l'Iran ». Ils ne veulent pas voir le régime dépenser son argent dans ses forces par procuration à travers le Moyen-Orient. Donc, tout accord potentiel devra reposer sur une vérification très stricte. Mais je pense que les chances que le régime iranien, le léopard, change fondamentalement sont malheureusement très minces. Et cela signifie que le risque d'escalade militaire est bien réel. Oui, et je veux dire, tu as mentionné les groupes par procuration. Je voudrais un peu changer de sujet. Quel est le statut de ces groupes par procuration maintenant que le régime a été affaibli à ce point? Est-ce qu'on voit toujours un flux d'argent ou d'armes vers ces groupes qui se sont tellement concentrés sur le fait de lancer tout ce qu'ils peuvent contre l'État d'Israël? Les armées supplétives de l'Iran dans la région sont affaiblies, mais pas vaincues, et elles reprennent des forces. Au Liban, le Hezbollah ne se désarme pas, il se réarme. Le gouvernement libanais affirme avoir expulsé le Hezbollah du sud du Liban. C'est complètement absurde.
Il n'y a aucune volonté au Liban de risquer une confrontation militaire avec l'armée terroriste du Hezbollah. Et le Hezbollah parvient à faire passer des armes en contrebande par la mer, par les routes terrestres en Syrie, et il est en train de reconstituer ses forces. Et c'est pourquoi Israël attaque pratiquement tous les jours des cibles du Hezbollah dans le sud du Liban. C'est la même chose à Gaza. Le cessez-le-feu a laissé Gaza divisé entre un territoire contrôlé par les FDI et un territoire contrôlé par le Hamas. Et toute la population de la bande de Gaza reste sous le régime terroriste du Hamas. Le Hamas impose des taxes sur la grande quantité d'aide humanitaire qui entre afin de reconstruire son armée terroriste. Afin de recruter des enfants soldats, de reconstruire ses tunnels et de se préparer à la prochaine confrontation militaire. Et pour Israël, la priorité maintenant est de s'assurer que les forces terroristes de l'Iran ne pourront jamais nous surprendre et nous entraîner dans une autre guerre à l'avenir. La communauté internationale doit insister sur la démilitarisation complète du Hamas et du Hezbollah au lieu de leur accorder un sursis et une chance de se reconstruire. Les armées terroristes qui ont attaqué le 7 octobre et attaqueraient encore des familles israéliennes à la moindre occasion doivent être neutralisées.